For Honor. 7 ans. Voilà 7 ans que For Honor est sorti dans sa version 1.0. Dès son alpha, il a innové par son gameplay unique et depuis sa sortie, il s'est constamment amélioré. Si bien que depuis lors, et peu importe quand au fil des 28 dernières saisons, lorsque l'on se demandait c'était quand le meilleur moment pour commencer à jouer à For Honor, la réponse la plus honnête était sans conteste, c'est maintenant. Car chaque saison présentait une amélioration par rapport à la précédente, que ce soit en termes de contenu ou d'équilibrage du jeu. Enfin, pas tout à fait. Certaines étapes dans l'aventure qu'est For Honor ont sans nul doute été des surprises moins agréables que d'autres. L'évolution du jeu est sans nulle contestation un ascenseur émotionnel qui a le potentiel de nous décevoir jusqu'au dégoût et de nous régaler au plus haut point. Alors aujourd'hui, alors que l'on rentre dans la 8e année du jeu, For Honor est-il un bon jeu ? Vaut-il le coup de commencer à y jouer ou de s'y remettre ? Ou faut-il tout simplement le délaisser, tourner la page et jeter son dévolu sur la pléthore d'autres jeux qui s'offrent à nous ? Salut à tous, ici Dr Vult. Pour comprendre où en est le jeu aujourd'hui, il est important de savoir d'où il vient. J'en ai fait une rétrospective de l'année 1 à 6 lors de ma première vidéo, For Honor en 2023, qui semble vous avoir beaucoup plu. Faisons donc une nouvelle rétrospective histoire de gratter des vues dans ce cas. Résumons donc les 6 premières années. Si je devais nommer le sentiment qui qualifiait le mieux les premiers pas de For Honor, je dirais que c'est la frustration. Lorsque le jeu est sorti, il était révolutionnaire. Un système de combat unique et vraiment abouti, des héros avec chacun une personnalité et un style de jeu propre, une campagne bien sympathique, avec un méchant cool et des boss dont on suppliait encore Ubisoft de nous laisser cosplayer. Mais la première année était aussi marquée par l'absence de serveurs dédiés sur le jeu, ouvrant la porte à des coupures en pleine partie pour reconnexion lorsque l'hôte avait rage quit, et pourquoi pas un DDoS quand l'adversaire en avait marre de votre pif. La campagne est sympa mais un peu courte et franchement passable, et d'autant plus au fil des updates. L'équilibrage était aux abonnés absents, le matchmaking était une blague par moment, et certains héros étaient franchement OP. Coucou le Shugoki 1.0 qui te one-shot sur une erreur après s'être fait dominer pendant toute la manche ? Heureusement, l'ajout de 6 héros aux 12 premiers était là pour passer la pommade. Mais était-il équilibré ? LOL, vous pensiez vraiment que c'était possible ? Début d'année 2, la belle surprise des serveurs dédiés a ravi la communauté. Mais après un an de frustration, c'était déjà bien trop tard pour certains. Ceux qui sont restés se sont réjouis, avant de passer à la frustration suivante, une sécheresse en contenu. Après 3 saisons consécutives ayant vu apparaître 2 nouveaux héros chacune, plus rien. Plus rien jusqu'à la dernière saison de l'année. 4 nouveaux héros appartenant tous à une toute nouvelle faction. Un nouveau mode multijoueur et un nouveau mode PvE. Le tout en DLC. Ouais, à un moment faut que le jeu ramène un peu de sous. Entre parenthèses, on peut saluer Ubisoft pour le modèle économique du jeu qui ne force jamais à passer à la caisse. Le seul élément de ce DLC réellement réservé aux détenteurs du DLC, c'est le mode PvE dont franchement tout le monde se fout. On reparlera un autre jour du modèle économique du jeu, donc abonne-toi et mets la cloche. Bref, toutes ces bonnes nouvelles de fin d'année ont une fois de plus ravi les joueurs, sauf ce parti avant ça, trop frustré au cours des saisons précédentes. L'année 3 relève-t-elle le niveau ? Je dirais que oui, mais on va développer. Déjà, elle commence avec la promesse de 4 nouveaux héros, un par saison et par faction. Une bonne nouvelle, certes, mais on peut en noter une autre, les musiques sont composées par le compositeur des musiques de Marching Fire, Luc Saint-Pierre. Et wouah, qu'est-ce qu'elles sont bonnes ! À commencer par la musique la plus voulte sortie avec le héros le plus voulte du jeu. Chaque nouveau héros continue la tradition des précédents d'apporter une nouveauté de gameplay avec eux. Avec la nouveauté supplémentaire et bienvenue que sont les listes de tests, un mode bêta dans le jeu, l'année 3 est incontestablement une excellente année, et c'est à la fin de celle-ci que j'ai démarré mon aventure For Honor. L'année 4 sera donc épique, non ? Connard de virus. Car oui, on est en 2020 et le Covid fait des ravages dans les équipes de développeurs et de prise de motion capture. Mais il faut aussi noter qu'avec son modèle économique permissif, le jeu n'est pas très rentable, bien qu'il coûte cher à développer. Ce paradoxe va donc pousser à quelques mesures drastiques. Un pass de combat est disponible à l'achat à chaque début de saison, les exécutions et émotes uniques se raréfient, les contenus universels se généralisent et seulement 2 héros, qui auront des animations recyclées. Après une année 3 au sommet, le jeu se transforme et ne manquera pas de décevoir ses vétérans. D'autant que le système de combat va subir de lourdes modifications, changeant la définition même du skill qui était plutôt proportionnel aux réflexes des joueurs et passe maintenant à leur capacité de lecture et d'analyse. Toutes ces décisions, ô combien justifiées et nécessaires à la santé du jeu, poussent définitivement une large portion de la communauté vers la sortie, ne reconnaissant plus leur For Honor.
Le clou est enfoncé lors de la sortie du deuxième héros de l'année, deuxième chevalier d'affilée. Malgré tout ça, les héros sont relativement bons et le lore du jeu est à son summum. Sans oublier les musiques de l'année qui sont pour moi les meilleures. Alors quand l'année 5 commence, les appréhensions sont là, aux côtés des espoirs. On prend les mêmes et on recommence, de nouveaux héros, et surprise, une 5e faction. Mais si l'on omet les nombreuses listes de tests qui ont énormément contribué au renouveau de certains héros et de l'équilibrage global du jeu, le contenu est relativement maigre. La qualité du lore décline sensiblement et les héros vont être deux autres exemples d'ascenseur émotionnel entre une hype survoltée et une déception profonde, que ce soit sur le gameplay ou même sur le design. Hein? Quoi? Pourquoi le héros pirate est une femme et pas Jack Sparrow? Coup dur donc pour Ubisoft qui doit réagir au contre-coup. Ça marche plutôt bien pour le Kyoshin, mais pour la pirate, la haine a été tellement forte qu'elle a été nerfée au fil de toute une année pour la rendre acceptable, c'est-à-dire suffisamment faible pour ne pas être jouée ni rencontrée trop souvent. Mais le problème de fond, c'est que l'année 5 continue à voir la communauté s'effriter. Et avec le délai de matchmaking, il est de moins en moins tentant de lancer une partie. Vient alors l'année 6, qui apporte avec elle une fonctionnalité inespérée, le crossplay. Les joueurs PC, PS et Xbox peuvent donc se retrouver dans les mêmes lobbies, augmentant le nombre de joueurs disponibles, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour trouver une partie dans la plupart des modes de jeu. Une autre nouveauté sont les skins, qui viennent rafraîchir l'aspect fashion du jeu, quelque peu délaissé jusque-là. On a déjà parlé des skins sur la chaîne et croyez-moi, on va en reparler. Toujours deux nouveaux héros qui apportent de la nouveauté au jeu, qui n'a jamais été dans un meilleur état. Voilà qui vient compléter la rétrospective de l'an dernier. Le jeu était réellement au top à la fin de l'année 6 grâce à toutes ses évolutions et à la maturité qu'il a pris à travers son équipe de développeurs. Il est donc grand temps de vous résumer l'année 7 qui vient de s'achever, et qui avait commencé avec l'enthousiasme de la communauté à son paroxysme. Après tout, avec une année 6 aussi rafraîchissante, que pouvait-il arriver de mal pour la suite? Mais les développeurs nous ont habitués aux ascenseurs émotionnels, donc vous l'aurez sûrement deviné, l'année 7 a commencé par une douche froide lors du lancement de sa première saison. Un skin joli mais décevant par son manque d'originalité, une réduction du contenu reflétant incontestablement une réduction du personnel, des patchs légèrement douteux, et surtout, des propositions de rework ahurissantes. Oui, on parle de l'émissaire. Ce rework qui nous a tous fait douter de la capacité des développeurs à trouver des idées ailleurs que sur Reddit, des idées aberrantes ne tenant compte d'aucun enseignement de toutes les années de l'évolution du jeu. Cela n'aura pas manqué de révulser la majeure partie de la communauté, terrifiée par l'idée d'avoir une telle abomination dans le jeu, qui aurait été le symbole de la mort de l'équilibrage, de la réflexion, du fun, et surtout du sens positif de l'évolution du jeu. En plus de ça, Lanushia, le héros qui mérite le plus d'être travaillé, reçoit un ajustement minime en liste de tests, malgré un rework teasé depuis plusieurs mois à ce stade. Le contre-coup de l'ouverture de l'année 7 aura été violent, au point de faire perdre tout espoir à beaucoup de joueurs. Et une fois l'émotion passée, il a fallu s'accrocher pour ne pas perdre la foi dans une saison qui porte bien le nom de l'hérésie. La petite lueur d'espoir aura aussi été maintenue par la mise à jour des esquives, montrant malgré tout que le jeu continue d'évoluer même dans ses mécaniques. Il s'en sera quand même fallu de quelques patchs et d'une deuxième saison plus convaincante pour faire passer la pilule un peu plus facilement. Vengeance aura vu une nouvelle liste de tests pour l'émissaire, un peu moins aberrante, mais toujours indésirable. Une autre liste de tests concernant les bâches et leur accélération a aussi été menée, marquant une nouvelle fois la volonté des développeurs de supprimer le biais de réaction à haut niveau. Une bonne nouvelle me direz-vous. Et ce n'est pas terminé, puisque le skin de la saison a été fortement apprécié, même si c'est le 3e pour les chevaliers alors que les Woolim n'en ont toujours pas à ce stade. Une autre bonne nouvelle est l'ajout du mode performance pour les consoles, donnant enfin le choix aux joueurs entre une meilleure qualité graphique et plus d'images par seconde. Cette deuxième saison aura aussi, et surtout, vu apparaître le héros aztèque de For Honor. Si l'on devait qualifier au mieux l'Ocelot, je dirais qu'il est contradictoire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a été disruptif et novateur dans son gameplay, et surtout avec son premier avantage en 4v4, il est une vraie réussite sur le plan visuel. Et d'un autre côté, il lui manque clairement de la profondeur, et les erreurs de conception ont été tellement flagrantes qu'une partie de la communauté significativement plus large que d'habitude s'en est plainte. Dès sa présentation, beaucoup ont vu qu'il lui manque quelque chose pour utiliser au mieux ses outils et servir au mieux son identité. À tel point qu'on a même fait une proposition de rework en live avant même la sortie du héros, pour montrer comment son concept aurait pu être approfondi. Ajoutons à cela l'annonce de nouveaux tutoriels pour le jeu, mais aucun qui n'apprenne réellement les mécaniques importantes du jeu, comme la vengeance, la stratégie de base en Dominion, qui est le mode phare du jeu, ou même simplement comment lire son adversaire plutôt que de chercher à réagir à tout, c'est-à-dire le principe de base du gameplay. En bref,
la deuxième saison a laissé un goût d'inachevé sur ce qu'elle a proposé et une frustration sur le peu d'évolution malgré le potentiel flagrant du jeu. Cependant, et heureusement, c'est mieux que la première saison, et le jeu est sur une pente ascendante. Cela se confirmera avec la troisième saison. Fourberie sera toutefois tiré vers le bas par un manque de réactivité des développeurs encore flagrant, du fait que les badges vont recevoir les modifications testées 3 mois plus tard, et la célébration des ajouts les plus triviaux, tels que les filtres dans les menus. Mais s'il y a un aspect par lequel le jeu a brillé cette saison, c'est l'aspect visuel. L'équipe artistique nous a régalé avec un redesign du Belvédère magnifique, un skin impeccablement exécuté et un mode Halloween mémorable, avec notamment un skin surprise qui aura coûté tous ses packs premium à Dr. Volt. C'est au cours de la saison que la garde réflexe disparaît, et tous les héros qui en disposaient d'une ont gagné une garde fixe, ce qui a apporté un confort de jeu non négligeable et un buff très net pour tous ces héros. De mon côté, ce sera aussi un regret de voir une mécanique unique éliminée du jeu sans avoir été réadaptée. En pleine ascension de la montagne de la hype, la saison 4 se révèle avec un titre des plus inquiétants. Malgré cette petite frayeur, Trahison commence avec un sans faute. Un skin sublime, quelques patchs justifiés et même une nouvelle option graphique qui montre à elle seule que le jeu n'est pas en fin de vie. Mais surtout, 3 reworks en liste de test qui semblent d'une justesse inégalée dans l'histoire des listes de test. Les développeurs avaient effectivement dit qu'ils faisaient parfois des changements aberrants en liste de test juste pour voir, mais cette méthode a montré ses limites à maintes reprises, et particulièrement cette année-là. Le contraste entre les saisons 1 et 4 montre un réel apprentissage de l'équipe du jeu sur l'équilibrage. Les attentes sont donc très hautes pour la seconde update, qui verra apparaître le premier héros viking depuis 4 ans et demi. Alors quand le trailer de la garde Vareg est sorti, la hype est montée à son maximum. La communauté avait hâte d'en découvrir tous les aspects, et il semble que pas mal de streamers ont eu un pic d'audience lors de la révélation, montrant ici encore que la communauté a gardé foi dans le jeu. En plus de ça, le héros est plutôt bon, agréable à jouer et une excellente option pour les nouveaux joueurs, faisant une nouvelle fois résonner que le meilleur moment pour commencer For Honor, c'est maintenant. L'année dernière, le jeu a été le théâtre de ce à quoi il nous a habitués au fil des années, un ascenseur émotionnel. Je n'hésiterai pas à dire que nous avons connu le pire et le meilleur que le jeu nous a offert. Les larmes et la rage, ainsi que l'excitation et la satisfaction. Et plus important encore, elle se termine avec l'espoir et la foi dans son équipe de développement, même si cette dernière nous a enseigné la méfiance. Alors maintenant que nous voyons le bout de l'année 7, à quoi devrions-nous nous attendre pour l'année 8 ? Comme ces dernières années, nous aurons 4 saisons, 4 skins et 2 nouveaux héros. Mais également 2 nouvelles maps, un ajout que les joueurs demandent depuis un long moment. Les incertitudes cependant tournent autour du chemin d'évolution du jeu. Aura-t-on enfin des reworks pour les héros qui sont restés le plus longtemps dans les abysses des tier lists ? Les futurs skins seront-ils aussi bien designés que les derniers sortis ? Les prochains héros seront-ils disruptifs, novateurs et surtout fun à jouer ? Le lore du jeu finira-t-il par avoir de la cohérence ? Mais plus important encore, après 7 ans de service, For Honor vaut-il le coup ? Dépenser une poignée d'euros pour la version de base du jeu est-il rentable ? Et est-ce la garantie de passer un bon moment, en solo ou entre potes ? À cette dernière question, je vous répondrai que cela dépend de vous. For Honor est un jeu qui s'apprend et nécessite d'y investir un certain temps de démarrage. C'est aussi un jeu qui, par essence, est compétitif. Pas dans le sens où vous devez y jouer avec l'objectif d'être meilleur que tout le monde et vous entraîner chaque jour pour remporter des tournois, mais dans le sens où gagner face à son adversaire est le but de chaque manche, de chaque partie. Cela implique que perdre n'est pas toujours fun. Et c'est là que votre mentalité entrera en jeu. Si vous n'acceptez pas la défaite, que vous ne supportez pas de tomber sur plus fort que vous, ou avec des coéquipiers moins entraînés et moins éduqués sur les mécaniques du jeu, alors non. For Honor ne sera probablement pas pour vous à l'extérieur du mode duel et des cercles compétitifs. Mais si vous êtes prêt à prendre chaque défaite comme une opportunité d'apprendre et de progresser, que votre objectif à chaque partie est avant tout de vous amuser, que vous savez faire preuve de patience envers vos coéquipiers et envers vous-même, tout en sachant savourer la victoire de chaque combat et de chaque partie que vous aurez gagnée, alors oui, For Honor vous prendra dans son vortex, vous motivera à vous améliorer, à chercher les dernières pièces d'équipement pour avoir la fashion parfaite sur votre main, ou tout simplement à relancer une partie avec vos potes juste pour passer un autre bon moment. For Honor est le genre de jeu qui nous happe et qui laisse une trace. Il attire toujours de nouveaux joueurs et d'anciens qui y reviennent. Il est toujours d'actualité sur le plan visuel, et il continue même à s'améliorer sur cet aspect-là. Si vous vous lancez aujourd'hui, vous aurez entre les mains un jeu qui sent le frais. Et en plus d'être innovant 7 ans après son lancement, il semble avoir encore de belles années devant lui. Pour sa 8e année, je m'attends à ce que le jeu prenne des risques, qu'il ose de nouvelles choses avec ses prochains héros et prochains reworks, qu'il continue à remettre en question le fonctionnement de ses mécaniques, et qu'il nous propose de nouveaux héros disruptifs,
abouti et agréable à jouer. Le jeu et son équipe ont un potentiel énorme, qui me pousse aujourd'hui encore à croire en eux et à leur évolution positive. Le meilleur moment pour commencer For Honor, c'est maintenant. Et si vous voulez vous lancer aujourd'hui, je ne peux que vous conseiller de rejoindre la communauté sur Discord. Vous y trouverez des gens absolument adorables, de tous les niveaux, et volontaires pour vous mentorer, vous accompagner pendant vos premières parties, faire des games chill ou s'entraîner jusqu'à l'épuisement pour parfaire vos ganks et mettre toutes les chances de vos côtés. Il sera également important pour moi de proposer davantage de contenu éducatif, pour que vous ayez tous les atouts pour comprendre au mieux un héros ou un concept. N'hésitez pas à jeter un œil sur la chaîne, j'aurai sûrement avancé là-dessus quelques temps après la sortie de la vidéo. Et bien sûr, on continuera à parler du jeu sous tous ses aspects, car c'est ce qui contribue à le faire vivre. Le jeu vit à travers sa communauté, et le but de la chaîne est de contribuer à cela. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Que vous ayez découvert ou redécouvert For Honor à travers elle, ou que vous soyez un joueur aguerri, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous hésitiez à vous lancer, j'espère qu'elle a contribué à vous convaincre. Et si vous souhaitez voir davantage de contenu sur le jeu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitch. Et bien sûr, je vous invite à rejoindre le serveur Discord de la communauté pour échanger, apprendre et jouer tous ensemble. Merci aux membres de la chaîne pour leur soutien, on se retrouve en game pour la suite.